Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'élection de Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie avec près de 98% des voix. Une victoire qualifiée de parodie de démocratie par l'opposition après plusieurs jours de violence qui ont fait plusieurs centaines de morts. L'avocat Ahmed Souab, condamné à 5 ans de prison ferme en Tunisie, ancien magistrat réputé et figure respectée du barreau. Il avait dénoncé les pressions politiques sur la justice. Son procès express s'est tenu en son absence, une affaire emblématique du climat répressif dénoncé par les ONG. Et à l'occasion du Salon du chocolat à Paris qui se tient ce week-end, lumière sur une initiative ivoirienne qui bouscule les codes de l'industrie. Alors que 70% du cacao mondial vient d'Afrique, moins de 5% du chocolat y est produit. André Bro-Mansa, lui, transforme le cacao en Côte d'Ivoire même. Une révolution de l'arbre à la tablette signée Ivory Blue. On ouvre ce journal par la Tanzanie où Samia Suluhu Hassan a été élue présidente avec près de 98% des voix. Au pouvoir depuis 2021, à la suite du décès du chef de l'État de l'époque, elle devient ainsi la première femme élue présidente. Une victoire néanmoins qualifiée par l'opposition de parodie de démocratie après plusieurs jours de violence qui ont fait plusieurs centaines de morts. Nicolas Chamontin. Dans les locaux de la commission électorale, Samia Suluhu Hassan reçoit son certificat de victoire. L'instance a annoncé sa victoire à la présidentielle avec la quasi-totalité des suffrages exprimés. Dans son discours, la chef de l'État sortante condamne les manifestations qui ont secoué le pays lors du scrutin. Nous sommes très reconnaissants aux forces de sécurité d'avoir veillé à ce que les troubles qui se sont produits n'affectent pas ou n'interrompent pas le scrutin. Un patriote construit la nation et ne détruit pas une nation qui a été bâtie grâce à la force et à la sueur des citoyens. Dès mercredi, la Tanzanie a sombré dans la violence. Dans de nombreuses villes, des citoyens sont descendus dans les rues pour dénoncer la répression des dissidents, et ce, malgré la coupure d'Internet. La police a fait usage de la force contre les manifestants et tué des centaines de personnes selon l'opposition. Une situation dénoncée par les Nations Unies. Nous appelons les forces de sécurité à s'abstenir de recourir à une force inutile ou disproportionnée, y compris à des armes létales contre les manifestants, et à tout mettre en œuvre pour apaiser les tensions. Le gouvernement, de son côté, nie tout usage excessif de la force. L'opposition qualifie la victoire de Samia Suluhu Hassan de parodie de démocratie. Les deux principaux adversaires de la présidente avaient été soit emprisonnés, soit disqualifiés avant la présidentielle. En réaction, de nombreux électeurs ont déserté les bureaux de vote, contrastant avec le taux de participation élevé annoncé par les autorités. On passe au Cameroun, 5 jours après la proclamation des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, qui a vu la victoire de Paul Biya avec plus de 53,66% des voix contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary. Ce dernier conteste d'ailleurs les résultats. Il règne dans le pays un calme précaire alors que des manifestations se sont déroulées ces derniers jours dans plusieurs villes du pays. Au moins 6 personnes ont été tuées et des dizaines ont été arrêtées, dont les proches d'Issa Chiroma Bakary, et l'économie, elle tourne au ralenti. Le point avec Marcel Amoko depuis Yaoundé. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Issa Chiroma Bakary, le candidat du FSNC qui conteste toujours la victoire de Paul Biya, dit être en lieu sûr et a lancé un mot d'ordre de ville morte du 3 au 5 novembre prochain. Un appel qui fait suite à des manifestations dans plusieurs villes du pays ces derniers jours, des manifestations réprimées par les forces de l'ordre qui ont procédé à de nombreuses arrestations. Parmi les personnes arrêtées et qui sont actuellement détenues au secrétariat d'État à la défense chargée de la gendarmerie, Anissé Ekane du Manidem, Djekam Tchameni de l'Union pour le changement et l'universitaire Jean-Calvin Abba Oyono. Maître Hippolyte Méli s'inquiète du climat qui prévaut ces jours-ci ici au Cameroun en matière de droits de l'homme. Il est impossible aujourd'hui de savoir exactement quel est le chiffre des personnes arrêtées, comment ils sont traités pendant leur séjour dans les unités de gendarmerie et de police, où est-ce que les familles peuvent se rendre pour leur fournir au moins de quoi se nourrir.
Est-ce que ces personnes sont encore vivantes? C'est extrêmement préoccupant. Du côté du gouvernement, on condamne les actions de Issa Chiroma Bakary et de ses partisans qui visent, selon le ministre camerounais de l'administration territoriale, à mettre le pays à feu et à sang. En organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chiroma s'est rendu coupable de plusieurs infractions réprimées par nos lois. Il devra en répondre devant les juridictions compétentes. Depuis la proclamation officielle des résultats le 27 octobre dernier, les activités tournent au ralenti dans plusieurs villes du pays, notamment à Douala, la capitale économique. Un climat de tension qui affecte d'ores et déjà les prix des produits de grande consommation tels que la viande de bœuf ou encore la tomate. C'est dans ce climat de psychose que le président Paul Biya, élu pour un 8e mandat de 7 ans, s'apprête à prêter serment. Il a 15 jours au plus après la proclamation officielle des résultats pour le faire. Direction la Tunisie à présent avec cette lourde condamnation d'un ancien magistrat, avocat de renom, Ahmed Souab. Il avait critiqué publiquement le déroulement du procès dit du complot contre la sûreté de l'État. Son procès s'est lui tenu en son absence, sans plaidoirie ni réquisitoire. Amnesty International parle d'une parodie de justice. On retrouve en direct de Tunis Lilia Blaise, notre correspondante. Lilia, un verdict, un procès d'ailleurs express avec un verdict de 5 ans de prison. Que reproche-t-on exactement à Ahmed Souab ? Alors, il avait été arrêté le 21 avril dernier après avoir critiqué les pressions politiques sur la justice dans une affaire dont il est l'un des avocats, le méga procès du complot contre la sûreté de l'État. Il avait dénoncé dans une formule métaphorique les juges ayant le couteau sous la gorge en mimant le geste, et c'est ce qui serait à l'origine de son arrestation et de sa condamnation ce vendredi, selon ses avocats qui n'ont toujours pas reçu le texte final du jugement. 5 ans de prison auxquels s'ajoutent 3 ans de surveillance administrative, procès qualifié d'express par les avocats et de surréaliste. Il n'aura duré que 7 minutes, l'accusé refusant de comparaître en visioconférence et les avocats donc de plaider dans de telles conditions. Et Lilia, cette condamnation se déroule dans un contexte tendu sur le plan politique. Les associations sont également ciblées, n'est-ce pas ? Alors oui, en effet, il y a la société civile qui est désormais dans le viseur des autorités de façon très assumée. 2 des associations les plus emblématiques en Tunisie, l'association tunisienne des femmes démocrates qui gère notamment des centres d'écoute pour des femmes victimes de violences, et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux qui traite de questions sociales et de migration. Ces 2 associations ont vu leur activité être suspendue pendant 1 mois par les autorités, le temps d'une enquête pour infraction à la loi qui régit les associations. Et puis ce vendredi, c'est l'un des premiers médias indépendants en ligne, le site journalistique Nawet, qui a été également suspendu pour 1 mois. Alors la société civile et leur soutien dénoncent des décisions arbitraires, selon leurs mots, des autorités qui visent surtout à réprimer les associations. Merci Lilia Blaise pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. On passe à toute autre chose à présent, à notre focus de ce samedi soir, avec une plongée dans l'univers du chocolat, mais pas n'importe lequel. Alors que la transformation du cacao reste largement dominée par l'Europe, un entrepreneur ivoirien tente de renverser la tendance. Andrebo Mensa, cacao-févier et fondateur de la marque Ivory Blue, a choisi d'ancrer toute sa production en Côte d'Ivoire, une démarche artisanale, durable, mais surtout stratégique pour redonner de la valeur au continent producteur. Merci Andrebo Mensa d'être venu et bienvenue dans votre JTA. Merci, bonjour. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, vous avez 58 ans, ancien dirigeant dans les télécoms et la mutualité. Vous avez décidé de vous lancer il y a quelques années dans le cacao, puis dans le chocolat. Dites-nous d'abord pourquoi. En fait, je me suis d'abord lancé dans le café. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite dans le chocolat, parce que je sortais de la régulation télécom et que je ne pouvais plus retravailler dans ce domaine-là pendant un certain temps. Et je me suis souvenu que j'avais grandi dans des plantations de café et de cacao, notamment celle de mon grand-père qui a été pendant longtemps président de la Caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Donc il était naturel pour moi de revenir à mes racines. Donc j'ai décidé de me lancer dans le cacao. Alors pour notre plus grand bonheur, parce que le chocolat est absolument délicieux, mais avant d'en arriver là, que signifie concrètement pour vous le modèle
tree to bar, pour ceux qui ont fait anglais LV1, de la barre à la tablette. Que défendez-vous exactement avec Ivory Blue? Alors, c'est un business model que nous avons développé. Nous ne sommes pas à l'initiative vraiment de ce business model, mais nous essayons de le développer en Côte d'Ivoire. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on associe le plus possible les producteurs au process global. Nous avons 2100 planteurs que nous encadrons et nous transformons la production, une petite partie de la production de ces planteurs, en chocolat avec une unité de production. Donc, c'est vraiment un business model où on intègre donc les forces productrices, les planteurs, et l'outil industriel. Avec l'outil industriel. Et vos produits, ils sont ils sont véganes, à base de lait de cajou ou de poivre d'Azagué, là où est précisément vos plantations. Qu'est-ce qu'ils racontent de l'histoire du terroir ivoirien? Déjà, pour les produits véganes, pour nous, c'était naturel parce qu'il n'y a pas de production de vaches laitières en Côte d'Ivoire. Et donc, tous les produits à base de lait, il fallait trouver une solution. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de noix de cajou. Oui, donc absolument. Il était évident d'utiliser de la noix de cajou. C'était pas un process évident parce que on a réussi à le faire. Et donc on associe tous ces produits fabriqués localement. Donc la noix de cajou, le poivre. On a une plantation de poivre qui est gérée à Azagué, les noix de coco, enfin on a du gingembre de Côte d'Ivoire. Donc on associe tous ces produits de Côte d'Ivoire au cacao ivoirien pour produire des tablettes premium de qualité. Alors André, on l'a dit, le chocolat, même si l'immense partie de la production de cacao, on a dit 70% viennent du continent africain, seulement 5% de chocolat sont fabriqués et viennent du continent africain. Quels sont les obstacles à la transformation du cacao en chocolat? Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'obstacles en tant que tel. Les obstacles sont des problèmes de logistique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le marché local pour des produits premium est infime. Donc en fait, ce sont des produits qui sont développés à conquérir le marché international. Donc notre marché, il est international, donc il faut y aller. Et donc il y a des problèmes de logistique, exporter les produits finis, etc. Il y a aussi des problèmes quand même locaux, notamment l'énergie, enfin un certain nombre de choses. Mais c'est principalement que nos produits sont des produits qui sont destinés à l'international. Et comment ils sont reçus à l'international? Très bien. Très bien. Très bien. À Marrakech, oui, pour l'avoir goûté. Marrakech, ils sont reçus à la Biennale de Venise, on représentait la Côte d'Ivoire. Ils sont reçus à Paris, etc. Donc on se développe sur Marrakech, sur la France bientôt. Et alors, quel est votre rêve, André, si vous deviez vous projeter? Pour vous, c'est quoi l'avenir du cacao africain et du chocolat, peut-être en particulier souveraineté, innovation, montée en gamme, à quoi rêvez-vous? Alors, je crois que pour le cacao, nos grands-parents ont fait le nécessaire. On est un très grand pays producteur de cacao. On va le continuer encore un moment, même si la Chine se développe. Il faut développer les produits à base de cacao. Je rêve de grands producteurs de chocolat ivoiriens. Le salon du chocolat vient de se dérouler. Il y avait quelques chocolatiers, mais nous devons être les premiers producteurs de chocolat. Les termes de l'échange doivent être autour du chocolat et non plus autour du cacao. Voilà, c'est ça. Ils disent, on a entendu, j'ai moi-même animé des débats sur France 24 sur cette question-là. On nous dit, il n'y a pas de marché pour le chocolat en Afrique en particulier. Les Ivoiriens n'aiment pas le chocolat. Ça fait pas partie de notre culture. Les Africains n'aiment pas le chocolat. Mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas accès au chocolat. Ils n'ont pas goûté. Ils n'ont pas goûté. Et ces chocolats sont encore chers parce que il faut développer vraiment le marché. Mais une fois que le marché va se développer, que les gens vont accéder à ces produits, ça va très bien marcher. Les Ivoiriens vont y aller. C'est juste que c'est un peu cher, c'est vrai. Mais c'est justifié. C'est justifié. Et puis, faut pas qu'on ait peur d'aller chercher le marché où il est. Le marché, il est en Afrique, il est en Côte d'Ivoire, il est en Chine, il est partout. En fait, on n'a pas besoin, comme je le disais à certaines personnes, de champions locaux, de champions nationaux. On a besoin de champions mondiaux. À l'international. Ah oui, on doit avoir une boutique à Ivory Blue à New York. Ah ben oui, bien sûr. Au moins. Et sinon, pourquoi on est premier producteur de cacao si on ne peut pas avoir des boutiques partout dans le monde? C'est une vraie question. C'est la question. Oui, absolument. Il faut qu'on arrête d'être premier producteur de matières premières. Il faut qu'on soit premier transformateur. Premier transformateur. Eh bien, on vous suit avec ça. Merci beaucoup, André Bro-Mansa, d'être venu. Je rappelle, Ivory Blue. Goûtez-le, allez-y acheter. C'est vraiment goûté, approuvé et testé par le JTA. Vraiment très, très bon. C'est ainsi que nous refermons notre Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, en particulier, forcément, d'Azagué à Paris, en passant par Évreux.
Parce que c'est là-bas que vous avez étudié. Oui, voilà. C'est mon bac à Évreux. Exactement. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.